queremos gritar que no queremos, no vamos a permitir que esos derechos que tanto han costado conseguir pues nos sean arrebatados. Si les femmes espagnoles ont aujourd'hui la possibilité d'aller à l'université, c'est en partie grâce à María de Maeztu, la fondatrice de la résidence des Demoiselles. Découvrez à travers l'histoire de sa vie, celle de 4 de ses disciples. Je vous avais parlé, lors du dernier épisode, de la relation presque filiale que María de Maeztu, la fondatrice de la résidence des Señoritas, entretenait avec l'une de ses élèves, Juana Moreno Sosa. Seulement, au fur et à mesure des années, leur lien étroit s'est révélé si conflictuel que María en est arrivée à lui annoncer, le 20 février 1925, dans une lettre puissante mais déchirante, qu'elle préférait instaurer de la distance entre elles, et ce, pour leur bien à toutes les deux. Suite à ça, Juana, avide de connaissances, part d'abord en France, à la Sorbonne, puis en Suisse à l'Institut Rousseau de Genève pour étudier des disciplines telles que l'anatomie, la physiologie des mammifères, la philosophie et la psychologie expérimentale. 1926. Juana poursuit son périple en Allemagne, à l'université où elle rencontre son futur époux, Albert Ziegler, avec qui elle se marie quelques années plus tard. Juana et toi, María, avaient continué à échanger de nombreuses lettres, mais malheureusement la majorité d'entre elles ont été perdues par la fondation Ortega y Gasset. Octobre 1926. Le contexte post-Première Guerre mondiale est une époque de mobilisation féminine importante. Qu'elles soient conservatrices, catholiques, anarchistes ou qu'elles fassent partie de l'élite intellectuelle ou de la classe moyenne, les femmes se politisent de plus en plus et s'investissent dans la lutte féministe, chacune à leur manière, en fonction de leur idéologie. Cela fait d'ailleurs maintenant 3 ans que l'Espagne est passée de la monarchie parlementaire d'Alphonse XIII à la dictature de Primo de Rivera, général espagnol. Malgré la suppression des partis politiques et des chambres législatives, les années 20 ont donné lieu à des transformations sociales importantes dans la société espagnole. De grandes villes comme Madrid et Barcelone se transforment en foyers culturels et artistiques auxquels les femmes participent activement. Les courants européens de l'avant-garde, comme le surréalisme, le futurisme ou le dadaïsme, arrivent en Espagne, changeant radicalement les normes esthétiques et culturelles établies jusqu'alors. De grands artistes comme Federico García Lorca, Damaso Alonso, Pedro Salinas, Luis Cernuda ou encore Vicente Alexandre forment ce que les Espagnols appellent la génération de 1927. Bien que l'histoire officielle ne se rappelle que d'eux, les archives montrent que de nombreuses femmes ont également participé à ce mouvement artistique, culturel et intellectuel des années 20. Parmi elles, on peut notamment citer María Teresa León, Ernestina de Champursin, Rosa Chacel, Concha Méndez, Josefina de la Torre, María Zambrano, Maruja Mayo et Marga Gil Rosette. Ne serait-ce pas là un thème pour une saison 2 ? En ce qui concerne la résidence des Señoritas, elle existe aujourd'hui depuis 11 ans. Un seul bâtiment n'est plus suffisant puisque l'on peut désormais compter plus de 530 résidentes pour cette année universitaire. Une évolution qui montre le succès de l'initiative et l'intérêt grandissant des femmes à l'idée d'investir l'espace public. Dans ce contexte de transformation sociale, la résidence se convertit en un vivier artistique et culturel essentiel à l'évolution des normes sociales et à la transmission de la culture. Des cours de langue et de culture générale y sont donnés. Des concerts, des excursions, des activités sportives sont organisées et de grandes figures comme Albert Einstein, Marie Curie ou encore García Lorca y donnent des conférences. En plus de tout cela, tu as instauré, María, un rendez-vous quotidien obligatoire dans le salon pour prendre le thé. Le but est d'inciter les résidentes à parler entre elles et à faire connaissance pour leur permettre de confronter leurs idées et de débattre autour de sujets de société. Tu nous expliques également d'un ton amusé qu'il fait bon vivre toute l'année à la résidence des Señoritas, mais qu'il vaut mieux éviter d'y aller en juin, période cruciale des examens, si l'on veut visiter les locaux. Les étudiantes se réfugient dans la bibliothèque ou dans de sombres recoins de la maison, agrippées à d'énormes livres qu'elles refusent de lâcher. Pâles et stressées, elles ne veulent ni rire ni parler, toutes concentrées sur leur révision. Cette même année, tu t'inspires du Lyceum Club, fondé à Londres en 1904 par Constance Medley,
pour créer à Madrid le Lyceum Club Espagnol, une association qui réunit de nombreuses femmes pour échanger autour de la défense de leurs droits. Plusieurs de tes étudiantes s'y rendent régulièrement pour s'imprégner des nouvelles idées et thèses émises par leurs consoeurs. Carmen Baruja, intellectuelle, écrivaine et ethnologue espagnole avec qui tu as fondé le Lyceum Club, décrit les débuts de l'association. C'était Maria Di Maestu qui présidait nos réunions. Et c'était Maria qui, en plus, avait mis à disposition les salons de la résidence des señoritas de la rue Miguel Ángel. Les réunions étaient de plus en plus nombreuses et on s'y rendait toutes ou presque. Toutes les femmes qui avaient entrepris des actions à Madrid. Grâce à toi, Maria, et à la résidence des señoritas, Victoria Kent, que l'on a présentée dans l'épisode précédent et qui est maintenant titulaire d'un doctorat, fait la connaissance de Clara Campoamor, elle aussi étudiante en droit. Ensemble, elles marqueront la vie politique du royaume. Clara est née le 12 février 1888 dans une famille ouvrière de Madrid. En 1900, lorsque son père décède, elle se voit obligée de quitter l'école à l'âge de 12 ans pour se mettre à travailler et aider financièrement sa mère. Elle fait plusieurs métiers. Elle travaille dans un atelier de mode, dans des bureaux de télégraphie et elle devient professeure de tachygraphie et de mécanographie. Elle côtoie le milieu intellectuel de Madrid et rentre en contact avec des activistes féministes. C'est dans ce contexte que tu fais sa connaissance, Maria. Elle ne fait pas partie de tes étudiantes, mais elle se rend souvent à la résidence des señoritas pour participer aux conversations et aux activités que tu y organises. Elle commence à travailler dans un journal conservateur appelé La Tribuna, où elle développe un intérêt pour la politique. C'est suite à cette expérience qu'elle commence des études de droit et qu'elle devient par la suite la deuxième femme après Victoria à intégrer le Collège des avocats de Madrid. Elles auront, ensemble, de nombreux désaccords en ce qui concerne les revendications féministes apportées, mais ça, on en reparlera plus tard. Toujours en 1926, Josefina Carabias, aussi surnommée Pepita, intègre ta résidence à l'âge de 18 ans. Née en 1908 à Avila dans une famille de petits propriétaires agricoles, elle a dû faire son éducation par elle-même pour se préparer aux examens du baccalauréat. Elle suit les traces de Victoria et de Clara en emménageant à Madrid pour intégrer, à son tour, la faculté de droit. Il s'agit d'une jeune femme décrite comme pleine de vie, qui s'adapte parfaitement au modèle naissant de la femme moderne des années folles. Les cheveux coupés à la garçonne, elle danse le charleston et profite de la vie culturelle et intellectuelle de la capitale. En parallèle, Victoria fait ta fierté en devenant la première femme à intégrer le Collège des avocats de Paris, où elle s'acharne à défendre des ouvriers. 4 ans plus tard, en 1930, elle est la première femme à intervenir comme avocate dans un tribunal militaire. 28 janvier 1930. Primo de Rivera, de moins en moins soutenu par l'armée, présente sa démission. C'est comme ça qu'après la victoire écrasante des partis républicains aux élections municipales, la Seconde République espagnole est finalement proclamée le 14 avril 1931, annonçant par la même occasion de grandes avancées pour les droits des femmes espagnoles. Mais ça, on en reparlera plus en détail dans le prochain épisode. Ça y est, le premier épisode est déjà terminé. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou encore à partager ce podcast s'il vous a plu. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.